Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. D'abord un extrait qui est aussi un témoignage sonore des événements de la nuit à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. L'archipel, théâtre d'affrontements entre jeunes indépendantistes et forces de l'ordre, une trentaine de gendarmes blessés, certains pris pour cible par des armes de gros calibre selon le haut commissaire de la République. Flambée brutale de violence liée au projet de réforme constitutionnelle, les élus locaux décrivent un climat insurrectionnel, plus très loin de la guerre civile pour le maire de Nouvéa. Appel au calme et couvre-feu décrété à partir de ce soir. La situation est toujours très tendue ce matin, comme l'explique Philippe Gomès, élu au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et ancien député. Au moment où je vous parle, on est en pleine journée en Nouvelle-Calédonie et bien évidemment, les événements se poursuivent. Un incendie s'est déclaré dans une industrie il n'y a pas longtemps. Les caillassages se poursuivent en différents ronds-points. Il y a vraiment beaucoup de jeunes sur une cinquantaine ou une centaine de points qui mènent diverses actions de dégradation. Il y a plus d'une cinquantaine de magasins, de stations-service, de pharmacies, de concessions automobiles qui ont été brûlés, pillés, vandalisés. On a eu plus de 200 incendies dans l'agglomération pendant toute la nuit. Il faut que les leaders indépendantistes donnent les mots d'ordre pour dire aux jeunes maintenant qu'il faut rentrer chez eux, les appeler au calme, les appeler à rentrer chez eux. Ce sont eux qui peuvent conduire la situation à s'apaiser. Voilà, c'est la seule manière, à mon avis, de retrouver un peu de sérénité dans la vie de la cité. Et Philippe Gomès, joint au téléphone ce matin par Christophe Bordet, le ministre de l'Intérieur dépêche 4 escadrons de gendarmerie et 2 sections de la CRS 8 sur place. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h03. La commission spéciale de l'Assemblée a entamé hier l'examen du projet de loi sur la fin de vie. Une semaine pour passer au crible les quelques 1900 amendements déposés, chaque mot, chaque virgule, objet d'âpre discussion, première passe d'armes sur la notion d'aide active à mourir. Question centrale, Alexandre Chauveau, les critères pour pouvoir y prétendre ont fait l'objet de vifs débats. Parmi les critères mentionnés dans le projet de loi, le patient doit avoir son pronostic vital engagé à moyen terme. La durée exacte reste à définir et devra être tranchée par les députés. Pour les éclairer, Catherine Vautrin a saisi la Haute Autorité de Santé, laquelle ne devrait pas rendre de conclusion avant l'été, soit après le début de l'examen en séance publique. Les débats portent également sur la sémantique. Le principe d'aide active à mourir, par exemple, est discuté par les Républicains, qui lui préfèrent les termes d'euthanasie ou de suicide assisté. De même, plusieurs députés ont plaidé pour inscrire la notion de soins palliatifs dès le premier article, et ce, au détriment des soins d'accompagnement, expression jugée trop floue. Patrick Hetzel, député LR. La question centrale, c'est celle de la place réelle des soins palliatifs. Pourquoi vouloir aujourd'hui changer de dénomination alors que les professionnels concernés par le sujet vous disent exactement l'inverse? Les débats promettent de traîner en longueur en fonction des navettes entre l'Assemblée et le Sénat. Le texte ne pourrait être adopté qu'à l'été 2025. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et 3 mois après la révolte des agriculteurs, le projet de loi d'orientation agricole arrive lui aussi dans l'hémicycle. On arrive dans un moment intéressant. Chacun va devoir prendre ses responsabilités, assure le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau. Le texte comprend 19 articles et près de 4000 amendements. Débat précédé d'une motion de rejet déposée par les écologistes. Ses chances d'être adopté sont minimes. Le vote final est prévu le 28 mai. Le sommet Choose France était hier à Versailles, sommet pour l'attractivité du pays. Europe 1 profite de l'occasion pour se pencher sur les retombées réelles de ces investissements étrangers pour l'économie française. Et on résume, 56 projets d'investissement pour un montant total dépassant les 15 milliards d'euros. Tout cela bénéficiera aux Français. Promesse d'Emmanuel Macron, mais de quelle manière, Baptiste Morin ? La traduction la plus concrète pour les Français, ce sont les emplois. Au total, les 56 projets annoncés hier à Versailles doivent créer 10 000 emplois. Ça peut paraître peu, mais c'est la qualité de ces emplois qu'il faut considérer selon Pierre Jaillet, chercheur associé à l'IRIS et à l'Institut Jacques Delors. Ce sont des emplois qui sont précisément dans les domaines de la haute technologie, de la décarbonation, de la transition climatique. C'est aussi une bonne chose dans un monde où il y a une très forte concurrence sur ces domaines avec les mastodontes des États-Unis, de la Chine qui investissent massivement. Des emplois de meilleure qualité, mieux rémunérés et pas seulement dans les grandes villes françaises. Ces investissements étrangers concernent tout le territoire, souligne Emmanuel Auriol, professeur à l'école d'économie de Toulouse. Entre le foncier qui est moins cher, les infrastructures qui sont de bonne qualité et un bassin d'emploi qui n'est pas négligeable, les investissements directs étrangers vont aussi se localiser en région. Donc toutes les régions de France en bénéficient à peu près. Selon le dernier baromètre EY sur l'attractivité de la France, les zones rurales et les villes moyennes accueillent près d'un investissement étranger sur 2. Baptiste Morin, chef du service économique
l'économie d'Europe 1. Côté face, donc, les entreprises étrangères qui investissent en France. Côté pile, une multinationale française tentée par l'Amérique. Total Energy pourrait quitter la bourse de Paris pour installer sa cotation principale à New York. Emmanuel Macron, pas franchement ravi par l'idée. Je ne serais pas du tout content, mais j'attends la confirmation de ce transfert, a-t-il déclaré. L'actualité à l'étranger. Maintenant, le chef de la diplomatie américaine est à Kiev. Visite surprise d'Anthony Blinken pour, dit-il, assurer l'Ukraine du soutien sans faille des États-Unis au moment où la Russie ouvre un second front au nord-est dans la région de Kharkiv. L'équivalent de 2 divisions, soit environ 30 000 hommes, seraient engagés selon le chef de la sécurité nationale ukrainienne. Et puis au chapitre santé maintenant, la France, toujours mauvais élève en matière de dépistage du cancer. C'est ce qui ressort du dernier rapport de l'OEC, l'Organisation européenne du cancer. Si on est mieux soigné chez nous qu'ailleurs, le dépistage reste notre point faible, Camille Moreau. Et oui, la France est à la traîne. Le taux de dépistage du cancer colorectal, par exemple, est de 34,6% en France contre 36% en moyenne en Europe. Un petit écart qui se creuse du côté du cancer du sein. 47% des femmes se font dépister en France contre 54% dans les pays voisins. Et si les Françaises boudent la mammographie, c'est pour plusieurs raisons, détaille Delphine Loira, oncologue à l'Institut Curie. La première cause, c'est que les patientes estiment qu'elles n'ont pas de symptômes, donc ce n'est pas utile de faire le dépistage. Après, certaines disent que c'est la peur du diagnostic, et puis il y a également parfois des patientes qui ont des problèmes d'accès, notamment à la mammographie. Mais rassurez-vous, ce rapport contient aussi de bonnes nouvelles pour la cancérologie française. Pour les hommes, par exemple, le taux de survie du cancer de la prostate est de 93% contre 87% au niveau européen. La France est réputée pour la qualité de ses soins, mais ses résultats sont surtout liés à un système de prise en charge médicale unique au monde. Camille Moreau. Des lauriers et quelques mots d'amour pour partir en beauté. Kylian Mbappé sacré meilleur joueur de Ligue 1 pour la 5e année consécutive hier soir. Trophée de l'UNFP en main. L'attaquant parisien a dit son émotion au moment de quitter le championnat de France. Compétition qui mérite de grandir, même sans lui. C'est ce qu'il a dit. Que de la bienveillance et bien sûr des bonnes ondes. Le championnat il est en constante croissance, donc c'est toujours un plaisir de regarder ce que font les clubs français. Je le faisais déjà en jouant au PSG, je vais le faire en étant un joueur extérieur maintenant, donc que de la bienveillance et je leur souhaite le meilleur. Non, je pense que dans la vie, il faut prendre le temps pour chaque chose. La seule chose à savoir, c'est que voilà, je quitte le Paris Saint-Germain. Le reste, c'est peut-être pas le moment de le savoir. Kylian Mbappé hier soir à l'issue de la cérémonie des trophées de l'UNFP. Le reste, c'est peut-être pas très important de le savoir, mais Madrid, a priori, c'est la destination privilégiée par l'attaquant français. La confirmation de son transfert au Real pourrait intervenir après la finale de la Ligue des Champions que les Madrilènes disputeront le 1er juin face au Bayern Munich. Mais si, c'était important de le dire, vous avez bien fait. C'était pas vraiment une surprise, en revanche, mais c'est important. Vous avez raison, ouais. Merci beaucoup, Christophe Lamar, c'était votre journal.